Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Bonjour Fabrice Imbert, vous êtes romancier, vous publiez Le Monde n'existe pas chez Gallimard. Un excellent roman, un roman policier avec du suspense et tellement de suspense que j'ai véritablement peur de divulgacher, de spoiler ce roman. Je vais donc lire un paragraphe qui, au début de ce roman, moi, je connaissais Ethan Shaw depuis bien longtemps et je ne comprenais pas, si la raison peut encore s'imposer en ces moments, ce qui avait pu faire de lui ce fugitif accusé d'un crime et désigné à une nation entière. Puisque voilà le propos de ce roman, il s'agit d'un journaliste qui enquête sur un garçon qu'il a connu, qu'il a admiré lors de sa jeunesse, un garçon accusé d'un crime terrible, et tout cela se déroule aux États-Unis. Fabrice Imbert, pourquoi avoir décidé de vous intéresser à la question de la réalité de la réalité ? Je crois que pour un écrivain, s'intéresser à la réalité de la réalité, c'est naturel, en quelque sorte. Pour un écrivain ou pour un réalisateur, d'ailleurs, parce que les deux sont mis à peu près sur le même plan dans le livre, à savoir que cette idée que tout ce que nous vivons est un livre ou un film. Et c'est le cœur du roman. Et à partir de là, effectivement, il y a une enquête, puisque un journaliste du New Yorker enquête sur la réalité d'une accusation. Est-ce que véritablement Ethan Shaw, qu'il a connu lorsqu'il était adolescent, qui était un être solaire, qui le fascinait... La star du lycée, quoi. La star du lycée, exactement. Voilà. Tous connus des stars de lycée. On a tous connu des stars de lycée qui après ne le sont pas restés. Mais effectivement, cette star du lycée qui le fascinait, eh bien, est-ce qu'elle est véritablement coupable du viol et du meurtre d'une adolescente de 15 ans? Ça lui semble impossible, donc est-ce que tout cela est réel? Mais pourquoi doute-t-il, Fabrice Imbert, puisqu'on peut avoir été une star de lycée et devenir un salaud, ou même d'ailleurs être dès l'origine un salaud? C'est exactement ce que lui dit une journaliste d'ailleurs, mais il admirait cet homme, il l'a quand même connu pendant 2 ans. C'était aussi la star du lycée parce qu'il était très beau, donc toute relation avec les femmes lui était, semble-t-il, à l'enquêteur, très facile. Donc il peut absolument pas croire qu'il y ait eu viol. Et puis, je crois aussi que face à ces êtres qu'on a admirés lorsqu'on était adolescent, on ne peut pas voir le mal. Et c'est la raison pour laquelle il va commencer à enquêter. C'est un journaliste, il a l'habitude d'enquêter. Alors, il n'a pas vraiment l'habitude d'enquêter. Le travail de terrain lui est difficile. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il revient dans la ville de son adolescence, qui est la ville où s'est déroulé le crime et où habite encore Ethan Shaw, donc la star du lycée. Mais l'enquête est difficile, c'est-à-dire que, en fait, j'ai eu une brève expérience de journaliste aux États-Unis pendant une semaine. Et j'ai trouvé que le métier était très difficile. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que trouver la vérité de l'information, et surtout dans un pays étranger, lorsqu'on débarque sans contact, c'est extrêmement difficile. Et moi, je devais faire un reportage sur le pétrole de schiste au Dakota du Nord. Et j'ai trouvé que débarquer seul au Dakota du Nord, qui en plus n'est pas vraiment le plus glamour de tous les États, dans une ville champignon avec des dizaines de milliers de jeunes gars de 30 ans agressifs et détestant tout ce qui était journaliste, et particulièrement journaliste français, j'ai trouvé que c'était très difficile parce que non seulement il faut affronter la difficulté de la situation, à savoir que beaucoup de gens ne veulent pas vous parler, à savoir que, ce que je ne soupçonnais pas,
Journaliste, pour un certain nombre de personnes, c'est un gros mot. Mais en plus, il y avait une espèce de mensonge généralisé sur le pétrole de schiste, avec des images partout de chevaux et de vaches qui pèsent tranquillement à côté des puits de pétrole. Et donc, à la fois l'agressivité des gens à mon égard, et puis la difficulté de séparer la réalité du mensonge, je pense que ça a pu être une des matrices du roman. Mais pourtant, on rapproche souvent l'exercice du journaliste de celui du romancier. Il y a d'ailleurs de plus en plus de ponts entre les deux. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice Imbert ? Alors, c'est sûr qu'il y a vraiment eu des stratégies d'écriture parallèles, chez les Américains notamment. Mais en fait, moi, je vois une grande différence. C'est que le journaliste est du côté de la vérité, si difficile que soit ce mot, alors que le romancier est du côté de l'invention des mondes possibles. Moi, je pense que c'est vraiment ça. En tout cas, pour moi, qui suis un écrivain passionné par le récit et la fiction. Parce qu'on peut aussi vouloir se rapprocher le plus possible de la réalité, mais la création de mondes possibles, c'est toujours ce que j'ai préféré en littérature, à savoir qu'on échafaude un monde, d'où mon attrait, par exemple, pour l'étranger. On invente des personnages et à l'intérieur de cette réalité parallèle, on déroule son récit. Et en fait, c'est ce qui me passionne. Or, le journaliste, normalement, c'est pas le monde possible. C'est vraiment l'intérêt pour le monde tel qu'il est. Et si on parle de journalisme, tout ce qu'on peut reprocher actuellement à l'information sur la réalité, à savoir les fake news, le storytelling, voire les théories du complot, tout ça, c'est du monde possible, mais c'est un dévoiement du journalisme. Mais alors, finalement, votre journaliste, il est journaliste au New Yorker, Adam Waldman, lorsqu'il découvre sur les écrans géants donc de Times Square à Manhattan, à New York, le visage de cet homme, d'Ethan, qu'il a connu et qui est aujourd'hui recherché pour viol et assassinat d'une fille de 16 ans, il va faire son métier de journaliste, c'est-à-dire qu'il va douter de ce qu'on lui présente comme étant un fait. Est-ce que c'est précisément ce que fait un romancier pour vous ? Est-ce que, au contraire, ce que le romancier fait, c'est l'envers de ce travail, c'est-à-dire qu'il crée des réalités ? Alors, c'est vrai qu'il crée des réalités, mais tout ce que j'ai fait à l'intérieur du roman, c'est précisément l'exercice du doute, en quelque sorte. C'est-à-dire que le journaliste avance dans la ville de Dresden, il pose... Sa ville natale, où il était donc au lycée avec Adam. Avec Ethan Shaw. Et il voit des gens qu'il a connus autrefois, il en rencontre de nouveau. Il essaye de savoir ce qui est vrai dans ce qu'on lui raconte. Mais en même temps, le lecteur, lui, est toujours placé dans la position de celui qui doute. Puisque... effectivement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose à l'intérieur du récit, eh bien, le lecteur est amené à en douter à travers une série de rebondissements. Et finalement, il se trouve que, pour reprendre une expression qui avait été utilisée à propos de mon livre, c'est un récit piégé. Le lecteur se met à douter de la réalité des événements, un peu comme s'il se trouvait à l'intérieur de sables mouvants. Est-ce que c'est comme ça dans les romans policiers d'ordinaire ? Il y a certains romans policiers où on a affaire, comme vous dites, à des récits piégés, Fabrice Imbert. Alors, je ne suis pas un spécialiste du roman policier. Il y a certains romans policiers que j'aime beaucoup, comme ceux de James Ellroy, mais c'est pas du tout la même esthétique, c'est pas du tout le même parcours. Et lui, je pense pas qu'il soit du côté des mondes possibles, mais de l'exploration d'une certaine réalité des années 50 et 60.
Donc je ne veux pas me prononcer en spécialiste. J'ai l'impression que dans les romans policiers, il y a quand même un certain nombre de rebondissements qui font qu'on joue avec le lecteur. Cette prise en compte du lecteur qui n'est pas toujours le cas en littérature générale. Alors il y a un grand contre-exemple, c'est Céline. Je suis persuadé que Céline joue énormément avec les attentes du lecteur. Ah oui, pourquoi ? Parce que il y a une sorte de figure du lecteur, à mon sens, qui est à l'intérieur des romans de Céline, mais dans une attente quasiment stylistique, en fait. Donnez-nous des exemples. Dans Voyage au bout de la nuit, je pense qu'il y a une espèce de construction narrative et encore plus stylistique qui déforme exactement la phrase comme le lecteur ne l'attendrait pas. C'est-à-dire qu'il part souvent d'une langue qui serait commune, conventionnelle, attendue, et puis par une série de retouches sur le manuscrit, il va la déformer jusqu'à ce que ce soit exactement pas ce qu'on attendait. Une série de micro-surprises stylistiques. Mais alors, c'est aussi un thème de cette nouvelle littérature. Alors, nouvelle littérature, on a dit parfois qu'il y avait 3 âges dans la littérature. Un premier âge où on parlait du monde extérieur, un deuxième âge, par exemple celui de Proust, où on parle du monde intérieur de l'individu, et puis ensuite un troisième âge où on doute de l'existence du monde. Par exemple, chez Cadic, il y a typiquement cela donc dans l'un de ses livres Ubik, où finalement tout le jeu consiste à savoir si le réel est réel, si la conscience est une fiction ou pas. Ça, par exemple, est-ce que ça a un lien avec votre roman Le Monde n'existe pas, publié chez Gallimard, Fabrice Imbert ? Oui, ça a totalement un lien, en particulier sur l'impression du lecteur. C'est-à-dire que ce que fait Cadic dans Ubik, le fait de perdre en permanence son lecteur et vraiment cette impression quasi physique d'être perdu, ça oui, c'est à l'intérieur du monde n'existe pas, sans que Cadic soit une référence pour moi. Mais en revanche, travailler sur cette attente du lecteur, sur le vacillement, je dirais, du lecteur, ça oui, c'est exactement le monde n'existe pas. Mais alors, justement, parce que là aussi, c'est un thème important, à la fois dans la fiction et aux États-Unis. Je pense au dernier film de Tarantino, Il était une fois à Hollywood, où là, il est question finalement d'un film sur le réel, avec 2 personnages de fiction et une bifurcation qui, dans le film, fait que la fiction sauve la réalité. La fiction ne se passe pas comme en réalité, les faits se sont déroulés, et tout ça sur fond donc, de la quintessence de l'Amérique, autrement dit Hollywood. Fabrice Imbert. Oui, alors ça tout à fait. Et d'ailleurs, je suis très intéressé par l'œuvre de Tarantino et j'aime beaucoup le dernier. Alors, sur cette problématique de la fiction, il y a quand même toute une tradition anglo-saxonne qui est le baroque. En fait, ce qui m'a toujours étonné, c'est que finalement le baroque a aussi existé chez nous, n'ait pas plus de traces dans la littérature française, alors que chez les anglo-saxons, cette idée fondamentale du baroque que le monde est une illusion est vraiment très présente dans les livres, mais encore plus dans les films. Alors, tradition shakespearienne sans doute, mais après, il y a vraiment toute une lignée d'interrogations sur le monde comme illusion, avec un grand point d'orgue qui est le Truman Show. Ça, c'est. Faut rappeler. Alors, le Truman Show, qui est ce film, alors on doit être fin des années 90 ou début des années 2000, et il y a ce film où un jeune homme est suivi depuis sa naissance par des caméras de télé-réalité à l'intérieur d'un monde qui est entièrement factice et qui permet de placer des publicités toutes les 5 minutes. Eh bien, cette création d'un monde factice et ce jeune homme qui vit à l'intérieur du monde factice en pensant que c'est la réalité, c'est très exactement un monde baroque. Et en fait,
Moi, je suis assez proche de ça. Je suis fasciné par cette idée que le monde pourrait n'être qu'une illusion de nos sens. Mais alors, justement, pourquoi le situer dans ce cas-là aux États-Unis? Parce qu'on se dit que le film de Tarantino, Il était une fois à Hollywood, pardon, ne pouvait se passer qu'aux États-Unis. Pour votre roman, Fabrice Imbert? Et le roman ne pouvait se passer qu'aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'est pour tous les autres peuples, le peuple de la fiction. C'est-à-dire qu'on connaît ou non physiquement les États-Unis, on y est allé ou non, mais en tout cas, on connaît tous les images de la réalité américaine. Manhattan est un film, les paysages du Colorado sont un film. Donc, on est à l'intérieur d'une fiction dès lors qu'on est aux États-Unis. Donc, il fallait vraiment que ça se passe là. Et la présence même de Hollywood se pose pour mon roman, à travers notamment un propos que j'ai à un moment, à savoir que la politique américaine est un spectacle, et inversement, le spectacle américain est très politique. Et effectivement, il n'y a rien de plus politique que Hollywood. On va reparler de politique américaine, puisqu'il est évidemment question de jeu sur la réalité. Vous serez rejoint par un historien spécialiste des États-Unis, Romain Huret, Fabrice Imbert, mais c'est quelque chose d'assez différent du restant de votre œuvre, ce livre que vous publiez, ce roman « Le monde n'existe pas » chez Gallimard. Si on prend par exemple l'origine de la violence, là, il s'agit du choc avec une réalité majuscule qui est celle des camps de concentration et en particulier du camp de Buchenwald. Là, il s'agit de voir un réel qui est un réel particulièrement dur entrer dans la vie du narrateur. Alors c'est vrai que c'est différent au sens où je me suis souvent occupé à déchiffrer la réalité. Et effectivement, vous avez raison, c'est différent notamment de l'origine de la violence ou de la fortune de Scylla. Mais en fait, c'est quand même une vieille interrogation pour moi, parce que je me suis un peu posé la question. Et en fait, lorsque j'ai fait ma thèse, j'ai travaillé sur l'autobiographie, mais sur l'idée que ce qu'on racontait de sa vie était en fait une fiction. C'est-à-dire qu'on se construisait un récit de sa propre vie, et je l'avais expérimenté sur un auteur peu connu qui s'appelle Louis Calafert, mais je faisais des parallèles avec Blaise Cendrars et Romain Gary, qui sont deux phénomènes de légende personnelle en quelque sorte. Et je commençais ma thèse, alors par une phrase, comme c'était il y a bien longtemps, je m'en souviens pas exactement, mais c'était une phrase de Lacan: le moi est pris dans une ligne de fiction. Et cette idée que oui, nous sommes des êtres qui pensons être réels, mais en fait, dans l'image que nous avons de nous-mêmes, nous faisons une fiction de nous-mêmes, et lorsque nous racontons notre vie dans une autobiographie, que ce soit avec des amis ou que ce soit une véritable autobiographie, en fait, nous sommes des personnages, des êtres de fiction. Vous restez avec nous, Fabrice Imbert. Votre roman « Le monde n'existe pas » existe chez Gallimard. On va parler d'une autre existence avec la quête de la vérité, les journalistes, l'actualité. Puis l'actualité américaine, il en sera question dans une vingtaine de minutes avec la lutte contre l'infox, mais aussi avec l'élection présidentielle qui se profile. Vous serez rejoint, Fabrice Imbert, par Romain Huret. Il est historien et spécialiste des inégalités et de la pauvreté aux États-Unis. En attendant, vous écoutez France Culture les matins et il est très précisément 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. À 8h22, nous sommes en compagnie d'un romancier, Fabrice Imbert. Il publie « Le monde n'existe pas » chez Gallimard. Une enquête policière. Un homme, journaliste, découvre sur les écrans géants de Times Square que l'un de ses anciens amis, la star du lycée, est accusé d'un viol et d'un meurtre. Il ne le croit pas et il va enquêter, revenir dans la petite ville où il avait été scolarisé pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé et pour évoquer à la fois le jeu sur la réalité et puis la manière dont l'information, les fausses et les vraies, se diffusent aux États-Unis. Nous sommes en compagnie d'un américaniste, Romain Huret. Bonjour, vous êtes historien. Frédéric Seyss a évoqué dans son billet politique
une sorte de parallèle ou une sorte de dérive entre ce qui se passe en France sur la politique de l'intime et ce qui se passe aux États-Unis. Votre point de vue? Bonjour d'abord. Aux États-Unis, ça a toujours été le cas, hein. Il y a un mélange très fort entre la vie privée, la vie intime et la vie politique. Et pour les Américains, il est très important de connaître la vie privée pour pouvoir voter pour un élu, hein, avec l'idée que ce qu'il fait dans sa vie privée aura des conséquences dans sa vie publique. Et donc, il faut mesurer sa capacité à gérer son couple, à se marier. Beaucoup de candidats doivent montrer qu'ils sont mariés, qu'ils ont eu des enfants. Et cette attention dit quelque chose, hein, de la capacité à gérer un pays et à faire face à des situations de crise. Mais ça, c'est quand même contre-intuitif parce que Donald Trump pourrait, à certains égards, faire figure de contre-modèle à de nombreux égards par rapport donc à la représentation qu'on peut se faire, je ne sais pas moi, d'un homme qui serait un homme délicat ou d'un homme tout simplement fréquentable. Comment imaginer que ces gens-là soient si attentifs à la vie intime des individus et élus pour une partie d'entre eux, Donald Trump? Trump est exceptionnel à plus d'un égard, hein, et je crois que cet écart entre sa vie privée, qu'on sait fantasque et qu'on sait extrêmement chaotique, hein, est un contre-exemple absolu dans la vie politique américaine, hein. C'est la première fois que, depuis longtemps et à ma connaissance, que les Américains votent pour un président dont la vie privée n'est absolument pas un modèle du genre. Notamment les évangélistes, hein, les conservateurs, c'était un grand débat en 2016. On se demandait quel allait être leur point de vue vis-à-vis de la vie privée de Trump, hein. Il n'a jamais caché le côté très agité de sa vie privée. Et finalement, ils se sont ralliés à Trump, hein. Et lui-même, maintenant, joue de cette image d'un homme exemplaire, y compris dans sa vie privée. Et oui, j'ai même lu que les évangélistes considéraient que seul Dieu pouvait expliquer que Donald Trump ait été protégé. Comment expliquer un tel rapprochement qui est extrêmement important pour l'élection présidentielle à venir, Romain Huret? Les évangélistes croient beaucoup à la seconde chance, hein, à la rédemption, hein. Voilà, on en est plus à la deuxième. Et donc Trump peut, d'une certaine manière, hein, George Bush, ça avait été la même histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mais George Bush avait eu un passé extrêmement chaotique, hein, alcoolique, etc. Et il avait toujours dit qu'il était born again, hein, qu'il avait à un moment de son existence, hein, qu'il était rené à la vie, qu'il avait connu cette renaissance. Et qu'il avait changé complètement de manière de faire, hein. Et les évangélistes avaient beaucoup apprécié et avaient pardonné les fautes du passé, hein, la vie chaotique d'un Bush jeune pour son exemplarité passé la trentaine. Fabrice Imbert. Oui, moi je trouve que tout ça fait partie du spectacle. D'abord, à chaque fois qu'un candidat présente sa femme et ses enfants, je suis frappé par la mise en scène, le côté artificiel, c'est-à-dire que ça se présente comme une transparence, et en fait on ajoute une couche de fiction, de récit, de spectacle à la réalité. Et quant à Bush, moi ce qui m'avait frappé dans sa réinvention, c'est que ça collait au principe hollywoodien. Alors c'était peut-être sincère, c'est pas la question, mais c'est vraiment le fait qu'on assiste au récit de quelqu'un qui se réinvente, qui devient un autre être, ce qui est vraiment le principe hollywoodien par excellence. Absolument, oui, c'est tout à fait fascinant, hein, la réinvention de George Bush, hein, et il a continué, hein, puisqu'il est devenu peintre ensuite. Enfin, il y a des réinventions permanentes du personnage, hein, lui que tout le monde moquait à l'époque comme étant peu intellectuel, imbécile, etc., est désormais connu pour ses talents de peintre. Donc des réinventions permanentes du personnage. Réinvention de la réalité. L'ouvrage de Fabrice Imbert évoque justement la manière dont on peut douter de la réalité. Et aujourd'hui, en politique américaine, il est largement question de la manière dont la dernière élection présidentielle a été faussée par des infox et la manière dont la prochaine pourrait, sinon l'être, du moins en tout cas, comment il va falloir lutter avec ces infox. Romain Huret, qu'est-ce que l'on sait précisément déjà sur le passé? Avant peut-être de répondre directement, je voudrais juste évoquer j'ai beaucoup aimé le livre pour cela. C'est-à-dire, c'est un livre qui nous dit aussi que le rapport à la vérité est extrêmement compliqué. C'est une quête, une recherche de vérité. Et je pense que la vie politique américaine ne fait que refléter des profondes transformations à la fois intellectuelles et sociales des États-Unis. On vit dans une période où le savoir est extrêmement fragmenté, et je pense que le livre porte sur la fragmentation du savoir, hein, la difficulté à savoir aujourd'hui, et on assiste à un éclatement hein, des supports pour s'informer, pour savoir ce qu'est la vérité, pour la connaître,
Alors on peut la regretter le temps d'avant. Il y a dans le livre, il y a une allusion aux années 60, 60 et un temps où les journalistes savaient, où les élites savaient, où arrivaient à dire la vérité, arrivaient avec des grandes figures du journalisme qui étaient capables tout d'un coup de prendre la parole et avec leur autorité de dire ce qu'était la vérité, ce qu'était un massacre. Il y a le massacre de My Lai, par exemple, qui est évoqué dans le livre. Il faut rappeler le massacre. C'est un massacre en 1968, où les soldats américains vont commettre un massacre. Pendant très longtemps, on va taire le massacre. Et ce sont des journalistes et des lanceurs d'alerte, même si on n'utilisait pas l'expression à l'époque, qui vont évoquer ce massacre. C'est une date décisive. C'est une date décisive et ça fait partie, je pense, du grand récit des journalistes sur eux-mêmes, des grands récits des journalistes américains, dont le livre d'ailleurs s'inspire aussi, puisqu'il y a le journaliste enquête. Donc c'est une forme de récit des journalistes américains sur eux-mêmes et sur ce qu'ils sont. Mais aujourd'hui, c'est devenu très très difficile, je pense, dans l'ensemble de la société, de savoir ce qu'est la vérité, ce qu'est le réel, parce que le réel est devenu fragmenté et nous sommes tous impliqués là-dedans. C'est-à-dire aujourd'hui, pouvoir affirmer quelque chose est devenu extrêmement difficile. Mais peut-être, en lisant le livre, je me disais que c'est aussi un bonheur formidable. Alors, je ne sais pas si votre héros est heureux, s'il est heureux de ça, parce que c'est aussi une chance. On peut avoir une vision négative de cela, mais c'est aussi une époque formidable de savoir que à chaque instant, chaque jour, on doit reconstruire la vérité, notre propre vérité, essayer de lui redonner un sens. Et on déplore beaucoup cela, on déplore beaucoup cette fragmentation. Mais d'une certaine manière, et je vous laisse la parole, j'ai le sentiment que c'est aussi la richesse de la période, cette fragmentation du savoir et ces lignes entre fiction et vérité. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice Humbert, vous qui avez créé donc ce personnage d'Adam Wollman, journaliste au New Yorker, dans votre roman Le Monde n'existe pas, qui est Alors, je trouve que c'est très intéressant et je souscris à absolument tout ce que vous avez dit. Et votre dernière idée là m'ouvre une porte en fait, mais même sur moi-même, parce que je trouve que je ne sais absolument plus rien. C'est-à-dire que je ne me prononce plus dans aucun des débats qui peuvent ajouter, par exemple, à la vie sociale ou la vie politique, parce que j'ai l'impression que je suis devenu un sceptique absolu. Enfin, le Montaigne, je me suis senti très proche de la figure de Montaigne lorsque j'ai eu à l'étudier récemment. Voilà, le sceptique, je ne sais pas, je suspends mon jugement, mais précisément, je crois que vous avez tout à fait raison, c'est à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y a une fragmentation de la vérité qui fait qu'on se demande toujours que penser. Et on voit surtout, enfin moi en tout cas dans mon cas, je vois surtout toutes les contradictions qu'il y a. Par exemple dans la vie politique, c'est ça qui me fascine, c'est que quand on est responsable politique, actuellement, on n'a affaire qu'à des contradictions. Et comment est-ce qu'on fait pour s'en tirer ? Mais il y a quand même un contre-exemple. Aujourd'hui, aux États-Unis, ce sont les Afghanistan Papers qui ont été sortis par le Washington Post. Donc c'est typiquement, ça n'est pas exactement comparable à ce qui s'est déroulé pendant la guerre du Vietnam. Mais enfin, il y a un certain nombre de documents qui sortent, publiés par le Washington Post, et qui prouvent que la guerre d'Afghanistan a été une catastrophe. Ça n'est pas malheureusement un scoop, mais que les présidents américains le savaient et que Barack Obama en particulier a sciemment caché la vérité aux Américains. Il y a d'ailleurs un superfell à écouter sur ce thème, Romain Huret, alors même que aujourd'hui on ne voit pas très bien les conséquences que cela a. En France, on a très peu parlé et aux États-Unis, on ne voit pas les conséquences que peuvent avoir ces Afghanistan Papers qui sont pourtant extrêmement importants. Vous avez raison, c'est une manière peut-être notamment des journalistes de répondre à la crise de la fragmentation. Et une des manières a été de dire on va passer d'un journalisme très qualitatif, qui est très empreint de subjectivité, c'est-à-dire que le réel que nous construisons et le réel qu'on a construit dans le passé est notre propre subjectivité. Et donc on va parler comme homme blanc de 40, 45 ans qui a une vision spécifique du réel avec ses préjugés politiques. Et une idée qui est importante dans les salles de rédaction aux États-Unis, c'est de le remplacer par un journalisme de données. Et on a vu apparaître ces personnages qui étaient un petit peu isolés dans les salles de rédaction, qui étaient considérés comme des geeks avec leur ordinateur à compiler des données, qui ont pris une part assez importante dans les salles de rédaction pour espérer que l'objectivité, la vérité puisse être trouvée grâce à l'accumulation de données. Et donc on voit régulièrement les fameux papers, on a eu aussi les Wikileaks, on a eu cette affaire très importante dans le monde journalisme, c'est l'affaire du Boston Globe, qui avait révélé les scandales de pédophilie dans la région de Boston et qui
qui n'est pas fondée sur une enquête traditionnelle comme votre héros, c'est-à-dire le journaliste qui part enquêter, qui va rencontrer les témoins, mais qui a été fondée sur des données retrouvées sur Internet et sur la possibilité numérique de reconstruire des parcours de prêtres pédophiles. Et donc, le Boston Globe avait publié cette enquête extraordinaire pour dénoncer la pédophilie. Et c'est enseigné aujourd'hui dans les écoles de journalisme. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être face à la crise de la subjectivité des journalistes, on pourrait la remplacer par une possibilité d'objectivité par les données, par le quantitatif. Je reste un peu sceptique parce que je ne suis pas certain que l'un remplace aussi facilement l'autre et qu'on a besoin à un moment de passer à l'interprétation et à retrouver des formes qualitatives. Elle me semble essentielle. Mais en tout cas, c'est une tension qui est intéressante et qui se développe beaucoup aux États-Unis. Fabrice Imbert. Est-ce que l'analyse de l'information n'est pas le propre du journalisme ? C'est à vous que je pose la question, Guillaume. J'inverse, mais j'ai l'impression quand même que la donnée, c'est une base du journalisme, non, l'interprétation de la donnée. Mais au-delà de ça, il y a l'interprétation de la donnée. Mais lorsque vous avez des données, si je reprends l'exemple de ces Afghanistan Papers, qui sont pour moi un document stupéfiant, parce que cela montre que, encore une fois, non seulement cette guerre a été une catastrophe, mais que les présidents américains ont menti, ce qui n'est pas rien. Ils ont menti devant la nation pour poursuivre cette guerre qui, en dépit de toutes les évidences, fut et est toujours une catastrophe pour ce pays. Cela montre qu'en fait, s'il n'y a pas de réception, et ça c'est vraiment un mystère, pourquoi y a-t-il certaines enquêtes qui font énormément de bruit, tandis que d'autres semblent laisser le public complètement froid? Ça, effectivement, c'est ou bien une interrogation. Alors, ça peut aussi faire le lit du complotisme qui, au départ, naît d'un sentiment légitime. Ce sentiment légitime, c'est le doute. Ce doute, il est commun à votre héros, Fabrice Imbert. Il doit être commun à la plupart des citoyens. Mais Romain Huret, on voit qu'il y a une manière de douter aux États-Unis qui a surtout profité lors de la dernière élection présidentielle à des infox. Oui, tout à fait. Mais une fois de plus, je crois que c'est ce qui est intéressant et la question qu'on doit se poser, c'est pas tellement le fait qu'il y ait des informations qui soient fausses, qui soient erronées. C'est pourquoi autant de gens croient à cela. C'est ça la question. Comment l'expliquez-vous justement pour le cas américain ? Qui est fondamentale. Je crois que c'est lié très très fortement à l'hyperfragmentation de l'information. On s'est rendu compte pendant la campagne que beaucoup de citoyens n'écoutaient pas les grands médias nationaux, que l'audience du New York Times ou du New Yorker était tout à fait infime aux États-Unis, qu'il y avait des lieux d'information très dispersés, notamment des blogs qui avaient un rôle extrêmement important et qui jouaient le rôle des grands médias du passé, des chaînes d'information locales tout aussi importantes. Et donc nous avons une hyperfragmentation des sources d'information et des citoyens qui croient à ces sources-là comme étant particulièrement véridiques, parce qu'elles renvoient aussi à la propre fragmentation de leur savoir et de leur connaissance. Et donc c'est une sorte de cercle vicieux. Et vous avez beau publier, vous pouvez publier, et on le voit avec Trump, on peut publier autant d'informations, oui, autant de révélations. De toute façon, cela ne fait que confirmer les citoyens dans un sens ou dans l'autre. C'est du Tefal. Qu'est-ce qui peut se passer pour la prochaine présidentielle ? Est-ce que l'on a pris des mesures pour que ces infox ne puissent pas troubler le jeu politique ? C'est extrêmement difficile. Vous savez que les réseaux sociaux ont prévu de mieux informer, de mieux contrôler l'information. Les journalistes aussi font beaucoup de fact-checking aux États-Unis. En France aussi, ça se développe avec des moyens d'information qui peuvent permettre quasiment en temps réel de vérifier l'information et de dénoncer l'information. Le journalisme de données aussi, je l'ai évoqué, qui est une solution qui a été préconisée par certaines salles de rédaction. Mais je ne suis pas certain de toute façon une fois de plus, que l'accumulation de données objectives change grand-chose à la conviction de beaucoup de citoyens. Fabrice Imbert. Je pense que c'est aussi lié au récit. Alors moi, je me suis plongé dans les complots et dans les fake news. Et alors, je dois dire que pour un romancier, mais je pense pour un citoyen, il y a aussi quelque chose de passionnant dans le complotisme, parce que c'est la création d'un récit. Et parfois, c'est des récits qui sont proprement scandaleux. Moi, j'ai été très frappé par le massacre de Sandy Hook, où donc dans une école primaire, des enfants ont été tués, et après il s'est développé toute une théorie du complot selon laquelle ce massacre n'avait pas existé.
Et ce qui m'a frappé quand ensuite je suis entré sur les blogs, effectivement, dont vous parlez, c'est de l'extrême précision dans le délire. C'est-à-dire qu'il y avait la construction d'un récit sur lequel c'était les FBI qui avaient fait tout ça, et ça s'appuyait sur une série d'enquêtes de détails. Mais c'était des choses aberrantes, des ombres qui n'étaient pas là, donc ça prouvait que c'était pas à l'heure qu'on avait indiqué, et donc après il y avait tout un raisonnement pour dire que ça n'avait pas existé. Donc il y a une espèce de fascination du récit, et puis évidemment, moi j'ai trouvé la vérité. Et Juste, c'est pas une spécificité américaine, hein. En France, les attentats de Charlie Hebdo, on a vu exactement les mêmes théories sur l'ombre, sur les voitures, l'heure d'intervention de la police. Enfin, et on trouve les mêmes sources d'informations sur Internet et aussi précises. L'une des spécificités américaines, je parle très prudemment parce que là-dessus, il faut se garder d'aller vite en besogne. Mais il y a, semble-t-il, un candidat, Donald Trump, qui a été très proche de ces milieux qui ont favorisé, diffusé délibérément des infox. Ça reste une spécificité américaine. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour la prochaine présidentielle. Aujourd'hui, il y a la primaire démocrate. Qu'est-ce qui se passe pour cette primaire démocrate? Comment les différents candidats sont ou ne sont pas affectés par la manière dont on parle d'eux sur les réseaux sociaux, sur les sites de partage de vidéos? Romain Huret. Ils sont affectés d'une part par cela, hein, par la manière dont l'hyperfragmentation du savoir, l'accélération du temps journalistique, les contradictions sociales et culturelles de l'Amérique renvoient à leurs propres contradictions, parfois à leur lenteur de réaction et à la masse d'informations publiées chaque jour. C'est devenu extrêmement, vous l'avez dit, extrêmement difficile. Parce que contradictoire, parce que empêtré dans toute une série d'antagonismes et de conflits au quotidien. Mais j'ajouterai à cela aussi que la possibilité pour un homme politique aujourd'hui de dire une vérité programmatique, d'annoncer un programme social ou économique est extrêmement compliqué. On voit quelqu'un comme Bernie Sanders qui incarne une sorte de passé américain avec un programme économique et social traditionnel est confronté à cette très grande conflictualité de l'Amérique contemporaine, au multiculturalisme américain, et on lui renvoie cet écart entre sa vérité sociale et économique et les fragmentations individuelles et identitaires du pays. Et lui-même a beaucoup de mal à tenir la barre. C'est-à-dire il s'en sort plutôt bien, mais c'est la deuxième campagne et il a appris de la première où il avait été confronté à des accusations sur son manque d'empathie pour la communauté afro-américaine, pour son manque d'intérêt pour les questions identitaires. Pete Buttigieg, le deuxième, a priori, si on en croit les sondages, est lui aussi confronté à ce même type de critiques. Absolument, et certains disent, non seulement ces critiques-là, mais certains aussi ont l'impression que c'est un personnage de fiction qui a été inventé par les hommes d'affaires, et ça renvoie au thème du livre. Homme d'affaires, parce qu'il a reçu des dons importants, on insiste là-dessus. Personnage de fiction, pourquoi? Pour cela, parce qu'il aurait été créé de toutes pièces face à des hommes d'affaires plutôt sensibles à la cause démocrate qui craignent la révolution sociale et économique promise par Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Et donc on aurait suscité une candidature, les hommes d'affaires auraient suscité cette candidature pour éviter le grand soir fiscal et économique en janvier prochain. Juste en conclusion, aujourd'hui, est-ce que cela signifie que il n'y a eu qu'un caucus et une primaire, les autres sont à venir, Romain Huret, mais est-ce que ça signifie que les démocrates américains pensent que le meilleur candidat contre Trump, c'est un Bernie Sanders avec plutôt un programme vraiment de gauche? Ils sont extrêmement divisés, ils sont dans des contradictions très fortes. Là, une fois de plus, si je vous répondais positivement, j'affirmerais une vérité unique. Et on voit très bien que le grand problème des démocrates aujourd'hui, c'est précisément d'arriver à trouver une plateforme commune. On a parlé de deux primaires au sein des primaires démocrates, une primaire de la gauche radicale, disons, et une primaire des-centristes. Absolument, mais une fois de plus, pour reprendre l'exemple du livre et cette réflexion sur la fragmentation des savoirs, les démocrates, je crois, sont extrêmement confrontés à cette difficulté de savoir quelque chose et de dire quelque chose aujourd'hui, et peut-être plus que Trump, qui ne s'embarrasse pas de dire des vérités, aussi fausses soient-elles. On va suivre en tout cas cette actualité. Romain Huret, vous êtes historien et spécialiste des États-Unis. Fabrice Humbert, votre très bon roman « Le monde n'existe pas » est publié aux éditions
Gallimard,